Les temps changent. Jaruzelski reçu avec tous les honneurs à Paris. Réquisitoire mesuré contre Didier Calmel, 7 à 10 ans de prison, verdict dans la soirée. Opération Liberté, un bateau tentera d'émettre au large de la Chine. On est fichés, sommes-nous aussi écoutés? Enquête du 19-20. Bonsoir, la visite du président Jaruzelski à Paris aujourd'hui n'a suscité aucun trouble, bien au contraire. Le président polonais a eu droit à tous les honneurs. Il y a 5 ans à peine, il était venu à Paris dans la quasi-clandestinité et dans l'hostilité. L'homme aux lunettes noires faisait peur, aujourd'hui il rassure, tout simplement parce qu'il a changé, et son pays aussi. Ce changement s'appelle la démocratie. Mais Mona Interman a suivi cette journée. Dernier dinosaure de l'époque Brejnev, Jaruzelski avait toutes les raisons de paraître presque rayonnant ce matin. Lui à qui un directeur de bateau-mouche avait refusé une balade sur la Seine en 1985, le voici recevant tous les honneurs. À côté de lui, son Premier ministre, issu de Solidarité, Mazowiecki, toujours aussi timide et gauche. C'est lui qui accompagne et pas l'inverse. Jaruzelski est fagoté dans son vieil imperméable bleu, l'autre est élégant dans un manteau bien coupé. Drôle de couple, mais qui s'entend bien. Et ils forment maintenant une véritable union sacrée face à une Allemagne qui leur paraît à nouveau menaçante. François Mitterrand se montre très attentionné, petit geste chaleureux à l'appui et grande parole pour dire « ce sont les Polonais qui ont raison, il faut qu'ils aient droit à la parole dans l'histoire qui galope ». La France voudrait bien être le garant du changement dans la stabilité en Europe. Les dirigeants polonais repartiront satisfaits de Paris. Ils étaient venus quérir un soutien diplomatique de la France dans leur contentieux frontalier avec l'Allemagne et ils l'ont obtenu. François Mitterrand a été d'une grande clarté lors de la conférence de presse. Notre explication à nous, Français, va plus loin que celle qui ressort de la déclaration adoptée par le Bundestag. En tout état de cause, nous estimons que la Pologne doit être associée à ceux des travaux qui seront engagés autour de cette question. Travaux engagés par qui? Bien, puisque je souhaite un acte juridique international, je souhaite en même temps que cet acte juridique soit négocié le plus tôt possible, et en tout cas avant la probable unification des deux États allemands. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans le propos du chef de l'État, Mona. Non, François Mitterrand veut des choses claires. D'abord, hier, il y a eu une déclaration, une résolution adoptée par le Bundestag ouest-allemand disant à la Pologne, vous n'avez pas de souci à vous faire, en gros, sur les frontières. Mais cette résolution n'a pas parlé de la frontière Oder-Neisse. Et François Mitterrand voudrait bien que ces mots soient apparents quelque part. Il voudrait également qu'il y ait un traité avant même l'unification allemande. Il voudrait, pour arriver à ce traité, que les Polonais participent à cette conférence, comme à Potsdam en 1945, et il va donc demander aux 3 autres, c'est-à-dire soviétiques, américains et britanniques, plus aux 2 autres, les Allemands, de faire en sorte que les Polonais aient leur mot à dire. Comment? Il faudra trouver une solution. Il a une chance d'être entendu par les Allemands, il n'y a pas de réaction ce soir. Je lui ai posé la question, et il n'a pas répondu évidemment à ma question, et je lui ai demandé également si cela pouvait faire apparaître un risque de confrontation avec Bonn. Pour lui, la réponse est non, mais probablement les difficultés persistent. Il a eu le chancelier Kohl au téléphone vendredi, lundi, et il l'aura à nouveau à la fin de la semaine. Est-ce qu'on peut parler encore d'un axe franco-allemand? Lui avez-vous posé la question? Mais on lui a déjà posé à plusieurs reprises, bien entendu, la question sur l'axe franco-allemand, et il dit que cet axe existe. D'ailleurs, chaque fois, il rend hommage en disant que dans l'histoire des 40 dernières années en Europe, si la paix a été sauvegardée et fortifiée, c'est bien entendu grâce à ce pilier. C'est de cette manière qu'on a amarré l'Allemagne à l'ouest. Mais en même temps, chaque fois, il dit, c'est en se parlant franchement, et notamment sur cette question des frontières, que l'amitié, il l'a répété, que cette amitié va en sortir renforcée. Merci Mona. Gorbatchev a trouvé plus libéral que lui dans son pays. Il s'appelle Boris Eltsine. Il veut aller jusqu'au bout de la perestroïka. C'est d'ailleurs le titre de son livre, publié dans 17 pays. Boris Eltsine est venu le présenter aujourd'hui en France avec un sens inné de la publicité. Et Gorbatchev est peut-être en train de trouver plus médiatique que lui. Mais attendez, la régie m'appelle. Bien, nous devrions avoir le reportage sur Boris Eltsine dans un
instant, Boris Eltsine qui repartira de Paris sans rencontrer Georges Marchais. Il n'est d'ailleurs pas sûr du tout que les deux hommes veuillent se voir. Le numéro 1 du Parti communiste français doit trouver Boris Eltsine trop libéral à son goût. Il a d'ailleurs dit implicitement aujourd'hui au congrès des jeunesses communistes, il approuve Gorbatchev, mais il ne le suit pas dans ses tentatives de séduction du monde occidental. Les jeunes communistes français partagent le sentiment de Georges Marchais, mais ils sont tout de même désorientés. Sophie Guillou et Philippe Guinet l'ont bien perçu aujourd'hui. Reportage. Ils ont entre 15 et 25 ans. Lycéens, étudiants, tucs ou chômeurs, signe particulier, ils appartiennent aux jeunesses communistes. Le déclin historique du parti, ça n'est pas leur problème. Ils adhèrent par tradition familiale souvent, par révolte personnelle parfois, contre un monde où ils ne trouvent pas leur place. Je cherche à confirmer mes opinions, comme quoi il faut bâtir un homme nouveau et changer la société parce qu'elle est actuellement pourrie jusqu'à la moelle. La contestation au sein du parti, ça n'est pas ici qu'il faut venir la chercher. Pour ces jeunes, la parole du père est sacrée. Mais sous la ferveur perce le doute et les bouleversements à l'Est ont fait s'écrouler certains repères. Quand on voit que dans les pays de l'Est, partout ailleurs, le communisme petit à petit s'en va, ça vous inspire quoi, ça? Ça m'inspire quoi? Ils ont beaucoup avancé, ils ont accumulé certains retards, certains blocages, ils sont en train de les dépasser et je crois que c'est ça qui compte et ils avancent dans le bon sens toujours pour satisfaire les besoins des hommes et ça, moi ça me va puisque c'est mon idéal à moi. Le malaise, s'il existe, ne s'exprime donc pas encore dans les mots. Le discours officiel reste le seul valable, la perestroïka oui, le glissement vers le capitalisme non. Ici, on est surtout venu pour parler de ces problèmes, l'inégalité, le désarroi face au chômage, pour renouer surtout avec un rituel qui rassure et entendre confirmer une vérité tous les jours plus discutée. La déesse de la démocratie va quitter La Rochelle dans quelques jours pour la Chine. Il s'agit d'un bateau, très beau nom, pour une belle mission. La déesse de la démocratie essaiera d'émettre au large des côtes chinoises grâce à une radio libre. Initiative prise par le journal Actuel et Télé-Libération. Cette initiative associe bien sûr des étudiants chinois qui manifestaient pour la liberté place Tiananmen. Reportage à La Rochelle de Michel Faure et de Jean-Pierre Ekman de notre station de Poitiers. 112 passagers à bord de l'avion spécial affrété par l'association Un bateau pour la Chine. Yves Montand, Costa Gavras, un représentant du Dalai Lama, le philosophe Glucksmann, beaucoup de dissidents chinois et de journalistes. Le bateau, peint d'idéogrammes par des étudiants des Beaux-Arts de Poitiers, émettra en mer de Chine. Une radio libre pour défendre le droit des Chinois à l'information. Et quand le gouvernement de Pékin parle d'ingérence dans ses affaires intérieures, le parrain du bateau fait référence à Mao. Dans le petit livre rouge, il est expliqué justement comment on peut capter à l'époque la radio de Pékin qui diffusera sur les territoires français à 7h30, 8h30, 9h30, etc. Donc nous ne sommes pas scandalisés, on a laissé passer bien. Ça c'est une chose. Et autre chose, une citation de Mao, il y en a plusieurs, mais celle-ci me semble très intéressante. Elle dit « Ne tais rien de ce que tu sais. Ne garde rien pour toi de ce que tu as à dire. Nul n'est coupable pour avoir parlé. C'est à celui qui écoute d'en faire son profit. » Dûment baptisée ce jour, déesse de la démocratie quittera La Rochelle la semaine prochaine et atteindra entre le 20 et le 25 avril son point d'émission, gardé secret, situé dans les eaux internationales où aucun risque n'est exclu. Taïwan, Hong Kong et toute la diaspora chinoise a financé l'opération avec Reporters sans frontières, un budget de 8 millions de francs qui permettra d'émettre jusqu'au 6 juin. Fouad Ali Saleh, condamné à 20 ans de prison par la 10e chambre correctionnelle de Paris, le chef du réseau terroriste est impliqué dans les 14 attentats à la bombe de 1986 à Paris. Il a été condamné pour association de malfaiteurs, mais il passera devant la cour d'assises de Paris pour complicité d'assassinat et là, il risquera la réclusion à perpétuité. Réquisitoire mesuré dans le procès de Didier Calmels, jugé pour le meurtre de sa femme. Le procureur a réclamé une sanction de 7 à 10 années de prison. Clément Veyrinal a suivi cette seconde journée.
Dans ce procès pas tout à fait ordinaire, tout le monde, ou presque, aimerait bien voir Didier Calmels sortir le plus rapidement possible de prison. La défense, bien sûr, qui plaide l'instant de folie inexplicable et demande l'acquittement ou une peine de principe. La famille, les amis présents dans le prétoire, mais aussi la partie civile. La mère de la victime présente à l'audience viendra courageusement et de façon admirable témoigner. Elle raconte son drame, la perte de sa fille, son enfant unique. C'était ma passion, dit-elle, j'ai tout perdu. Mais elle se refuse à accabler Calmels et laisse entendre qu'il doit reprendre désormais sa place de père auprès des 4 enfants. Reste l'avocat général, plus terre-à-terre, moins délicat, l'expression est de lui, qui réclame une peine comprise entre 7 et 10 ans de prison, car, rappelle-t-il, il s'agit d'un meurtre. Vous aviez peur de perdre au profit d'un autre celle qui vous appartenait. On a déjà vu ça, dit-il à l'adresse de Calmels, alors vous vous êtes dit, personne ne l'aura. Le retrait récent du décret sur les fichiers informatiques a levé toute ambiguïté, mais on verra peut-être une autre polémique surgir à propos des écoutes téléphoniques. Personne ne veut reconnaître leur existence. Elles sont pourtant très souvent utilisées, pas forcément seulement contre le grand banditisme ou le terrorisme. Il suffit d'acheter ces petits gadgets, et leur prix n'est même pas dissuasif, dans le commerce. Ils sont en vente libre pour pouvoir écouter son ami ou son ami, et une loi est peut-être nécessaire pour réglementer ces écoutes. Reportage de Morad Aitabouche et de Marc Dou. Nous sommes aux Invalides, territoire militaire. Interdiction formelle d'entrée, quelques mètres plus loin, même interdiction. Ce n'est pas à filmer. Et pour cause, derrière, il y a le GIC, le groupe interministériel de contrôle. Secret défense, ici, plusieurs centaines de personnes écoutent 24 heures sur 24. On les appelle les grandes oreilles, ils répondent aux besoins de la police, de la gendarmerie, des douanes, des services spéciaux et des renseignements. Le policier, c'est un chasseur. Ce qui compte pour lui, c'est le résultat. Donc il utilise les moyens qu'on lui fournit. Il ne lui appartient pas de savoir si ce sont des moyens, disons, moraux ou plus ou moins discutables. Dans la mesure où on lui dit il y a possibilité de mettre une écoute téléphonique, si ça lui est utile, il met une écoute téléphonique. Mais la fin justifie-t-elle les moyens? 40 000 écoutes sont réalisées chaque année par le GIC, des écoutes légales et illégales à la fois. Légales dans la mesure où elles sont ordonnées par le gouvernement, mais complètement illégales sur le plan judiciaire. Elles sont réprimées par l'article 368 du Code pénal. Il existe aussi les écoutes judiciaires, 60 000 environ. Seuls les juges sur commission rogatoire peuvent les délivrer, mais là, il y a aussi des abus. Actuellement, on fait signer à un juge d'instruction, qui n'est pas forcément d'ailleurs très au courant de la technique, un papier, et avec ce papier, on peut mettre sur écoute n'importe qui. Il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun archivage, il n'y a rien. Et il ne me semble pas admissible qu'on puisse porter atteinte à la vie privée dans le cadre de délits mineurs. Donc là, il faut légiférer. Je crois que la réponse appartient aux politiques et aux législateurs. Il me semble que compte tenu de l'harmonisation européenne, il serait peut-être nécessaire de légiférer. Un projet de loi réglementant les écoutes téléphoniques, tous les hommes politiques en ont parlé ces 20 dernières années. Mais rien n'a jamais été fait. Conséquence, aujourd'hui, les abus se multiplient. Impossible pourtant d'évaluer les écoutes sauvages. Mais une certitude, c'est un marché en plein boom. La preuve, le matériel est en vente libre. Nous avons répertorié 10 sociétés, rien qu'à Paris, parmi leurs clients. Des policiers, des gendarmes, des détectives privés, des maris jaloux, mais aussi des truands. Si vous êtes stressé, très souvent stressé, ou si vous souffrez de dépression, écoutez bien et regardez bien le reportage d'Alain Richet. Il nous conduit à Pont-l'Abbé dans le Finistère. Il nous permettra de découvrir une nouvelle technique qui permet justement de lutter contre le stress. Il suffit tout simplement d'être très éclairé. Reportage. Il est scientifiquement établi que chez les sujets à tendance dépressive, la lumière joue un rôle important. Comme les saisons, il existe des heures critiques pouvant avoir des influences néfastes sur le psychisme, allant même jusqu'à provoquer un dérèglement de notre horloge biologique intérieure. Partant de cette constatation, il est donc facile d'agir en exposant les sujets sensibles à une lumière artificielle retraçant un spectre chromatique précis correspondant aux heures fatidiques. On sait que du point de vue horaire, c'est environ 2 heures en début de matinée, 2 heures en fin de soirée,
et que le niveau de lumière qui est requis, c'est de l'ordre de 2500 à 3000 lux, c'est-à-dire ce que nous obtenons là dans cette salle de séjour. Nous sommes ici dans le secteur psychiatrique de l'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé. Une vingtaine de patients sont hébergés dans ce service spécialisé dans le traitement des dépressifs. Jusqu'à maintenant, ils bénéficiaient de la photothérapie en chambre individuelle. Depuis peu, le docteur Prigent expérimente une thérapie collective. À l'hôpital de Pont-l'Abbé, l'architecture de la salle de séjour a été pensée en fonction de la lumière. Ici, pas de toit, mais un sas laissant en plus pénétrer l'éclairage naturel. Les patients reçoivent leur bain de lumière tout en pratiquant l'activité de leur choix. La photothérapie à elle seule n'est pas une panacée, elle vient en complément et réduit considérablement l'emploi des antidépresseurs. Les aubes sont navrantes, disait Arthur Rimbaud. Avec cette méthode disparaîtra peut-être l'angoisse des crépuscules. La technique est nouvelle, mais le principe est ancien. Il est énoncé tout simplement dans la théorie dite des climats de Montesquieu au XVIIIe siècle. Et c'est tout bête, on va mieux, on va bien quand il fait beau. Les autres événements de la journée avec Laurence Piquet. Dernière ligne droite avant le congrès de Rennes, les motions Fabius et Monroy-Jospin sont au coude à coude. En Seine-Saint-Denis, une courte tête d'avance pour la motion de Fabius. En revanche, mauvaise surprise pour la motion Chevènement qui chute à 6%. Rien n'est joué, 4 départements de la Grande Couronne n'ont pas fini de voter. Après plus de 10 mois de négociations, les caisses d'assurance maladie et un syndicat de médecins ont signé cet après-midi la nouvelle convention médicale. Elle doit être approuvée par le gouvernement avant d'être appliquée dans les 4 prochaines années. Pour les patients, elle va se traduire par une augmentation de 5 francs de la consultation des médecins conventionnés. Les médecins du département du Bas-Rhin sont invités à signaler leurs patients toxicomanes à la DAS. Une procédure confidentielle prévue dans le Code de la santé publique et qui n'avait jamais été utilisée. L'objectif, apporter une assistance médicale aux toxicomanes et mieux les informer. Enfin, à Paris, Michel Rocard présent à la mise en place de la commission de conciliation pour les familles surendettées. Aboutissement de la nouvelle loi qui va permettre d'aider 200 000 ménages. Une commission créée à l'échelle départementale. Sa mission, trouver, je vous le rappelle, un accord amiable entre les créanciers et les familles surendettées. Et précisément, Michel Rocard a annoncé ce soir un débat sur l'immigration au Parlement. Il l'a fait en installant officiellement le Haut Conseil de l'intégration à l'hôtel Matignon. C'était en début de soirée. Le 19-20 tient ses promesses. On vous avait promis un reportage sur Boris Eltsine, qui est beaucoup plus libéral que Gorbatchev, beaucoup plus royaliste que le roi, et qui est de passage à Paris. Reportage de Gilles Dujoncher, pardon. Zorro est arrivé, le Zorro soviétique, alias Boris Yeltsin, 58 ans, grand pourfendeur d'apparatchik. Dans son pays, d'une élection à l'autre, il est devenu l'homme le mieux connu de l'opinion, après Gorbatchev. Le voici à la conquête des Français avec son livre « Jusqu'au bout », paru aux éditions Kalman-Levy. Un phénomène, Boris. Il était une fois un enfant turbulent, mais méritant, qui, devenu ingénieur dans la construction, sut faire son chemin sous Khrouchtchev, puis carrière sous Brejnev. Gorbatchev, qui le sait travailleur, le sort en 85 de sa province. Mission, remettre de l'ordre dans l'organisation du parti à Moscou. Mais 87, patatras. Yeltsin y mettait trop de zèle, Gorbatchev l'exécute en plein comité central. Depuis cependant, ce diable d'homme qu'est Boris ne cesse de ressurgir de la boîte où on a voulu l'enfermer. Il a fait de la lutte contre les privilèges de la nomenclatura son principal cheval de bataille et il n'épargne pas Gorbatchev. Je ne pense pas que ce soit s'intéresser au linge sale d'une famille que de savoir que telle personne s'est fait construire 4 dachas. 4 dachas qui ont été construits non pas sur un argent loyalement gagné, mais ce sont des dachas qui ont été construits avec l'argent du peuple. Démagogue, démocrate, son livre très autobiographique ne permet pas de trancher. Les moscovites aiment en tout cas le franc-parler de Yeltsin et lui-même se pose désormais en rival de Gorbatchev.
Championnat du monde de patinage artistique à Halifax, au Canada. La nuit dernière, le Canadien Kurt Browning, 23 ans, a remporté un deuxième titre mondial devant le soviétique Petrenko. Mais c'est en danse que la France possède les meilleures chances de médaille. Les Duchesnais sont seconds. Après une très belle démonstration de danse de création, Isabelle et Paul peuvent donc obtenir cette nuit la médaille d'argent. Et leur talent sera peut-être enfin récompensé. Jean-Philippe Guillain. Canada, samba, viva, ou comment utiliser judicieusement une musique tropicale pour réveiller l'enthousiasme de 10 000 Canadiens, déjà tout acquis à la cause d'Isabelle et Paul Duchesnais. Après cette superbe démonstration en danse de création, le frère et la sœur se retrouvent deuxième au classement général, juste derrière Klimova Ponomarenko, le couple soviétique champion du monde en titre. Si la victoire finale paraît presque impossible, la médaille d'argent est tout à fait envisageable. Dans le programme libre de cette nuit, les juges ne pourront sans doute pas rester insensibles au magnétisme des Duchesnais. Le public, lui, a déjà choisi. Le sport qui suit est plus bruyant et moins musical. Dimanche à Phoenix, en Arizona, ouverture du championnat du monde des conducteurs et des constructeurs de Formule 1. Et on attend évidemment, comme l'année dernière, le duel entre devinez qui, Prost et Senna, Alain Dorgance. Cette lettre d'excuse a défrayé la chronique du circuit. Pour Ayrton Senna, c'était le passe-droit obligé pour disputer les Grands Prix cette saison. La condition sine qua non d'être absous par son président Jean-Marie Balestre, qui accusait le Brésilien d'avoir proféré des propos diffamatoires. La page est bien tournée, une grandiose bataille se prépare, pimentée par le duel Prost-Senna. Avec l'arrivée du Français, Ferrari a retrouvé un enthousiasme et une méthode de travail propre à placer la Scuderia sur le devant de la scène. Au volant de la monoplace mythique, Prost et Mansell auront le farouche désir de s'imposer. Les chances de Senna, le pilote le plus rapide de la Formule 1, résideront dans l'incroyable compétitivité du moteur V10 Honda et dans l'extraordinaire fiabilité du châssis. Mais l'effectif s'est affaibli avec le départ de l'ingénieur Steve Nichols, passé à l'ennemi Ferrari. McLaren et Ferrari seront cette année de forces sensiblement égales. La bagarre pour le championnat s'annonce ouverte. Les deux écuries favorites ne doivent cependant pas occulter le troisième larron, Williams-Renault, avec pour pilote Riccardo Patrese et le Belge Thierry Boutsen. Le duel Senna-Prost a concentré à lui seul tout l'intérêt des Grands Prix depuis 2 ans. Duel fratricide entre deux pilotes d'une même équipe, avec empoignade amère en coulisses. Aujourd'hui, qu'ils portent des couleurs différentes, leur lutte devrait être moins équivoque. Une autre bagarre très ouverte dans le Paris-Nice, un nouveau leader, il s'agit de l'Espagnol Indurain, mais Stéphane Roche est à 15 secondes et surtout Laurent Fignon à 19 secondes, arrivé dimanche à Nice. Ce 19-20 est terminé, beau programme ce soir sur la 3, avec, après la classe bien sûr, comme chaque soir à 20h, Thalassa, à 20h35, le magazine de Georges Pernou, une équipe du magazine, a traversé la mer de Java pendant la saison des pluies et des tempêtes. C'est un superbe reportage que vous pourrez voir à 20h35. Ensuite, Soir 3 sera présenté par Marc Hauteman et une nouvelle émission. Vous avez déjà vu quelques numéros de cette émission. À 22h45, Faut pas rêver avec Valérie Maurice et Marc Bessou. Dans quelques secondes, Florence Klein pour la météo du week-end. Et demain, comme après-demain, comme demain soir, tous les journaux vous seront présentés par Éric Cachard à lundi, 19h. Bonsoir et bon week-end.